Salut à toi, cher entrepreneur, peut-être futur entrepreneur auteur. J'espère que tu vas bien. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Reste avec moi quelques secondes. En effet, il y a quelques semaines, le 28 et le 29 mai 2021, j'ai eu le grand plaisir d'animer le sommet en ligne vendreplusdelivres.com. C'est un sommet qui a rassemblé plus de 300 participants. Il y a eu plus de 1000 commentaires et 10 heures de live. Et je tiens avant tout à remercier les co-organisateurs de cet événement et tous les invités sans qui cela n'aurait pas été possible. D'ailleurs, l'initiative a été lancée par Ethan, Séverin et Dimitri, que je remercie. Je mets les liens vers leur site dans la description. La bonne nouvelle, c'est que pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, tu vas pouvoir obtenir chaque vendredi une interview tirée de ce sommet vendreplusdelivres.com. Tu vas pouvoir rencontrer des auteurs et aussi des experts en publicité sur Amazon par exemple pour justement toi aussi pouvoir écrire, publier, promouvoir et vendre plus de livres. Et même si la finalité de la stratégie publiée pour impacter.com c'est plus de t'amener à faire de l'argent après le livre, là tu vas avoir des techniques pour déjà générer des revenus en vendant ton propre livre. Avec des techniques d'écriture, des techniques de publication, bref, il y a la totale dans cette série d'interviews. Si cela fait sens pour toi, donc abonne-toi maintenant parce que chaque vendredi de cette fin juillet et de tout le mois d'août, tu vas avoir une interview par semaine. Et on continuera avec d'autres interviews par la suite. Bref, si tu es abonné, tu seras notifié. Prends des notes, choisis une action que tu vas retrouver dans ces interviews et surtout passe à l'action car sans action, pas de résultat. Je te souhaite une agréable écoute avec cette interview du jour. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres et rappelle-toi que tu as un message à faire passer et que d'autres ont besoin de t'entendre ou de te lire. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Bienvenue dans la suite de cette série d'interviews en lien avec l'événement Vendre plus de livres, marketing et communication à destination des auteurs auto-édités. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir maintenant Nathalie Bagadet. Comment vas-tu, Nathalie? Très bien, David. Et puis, je suis ravie d'avoir cette occasion de te rencontrer enfin en vrai. C'est vrai, tout à fait. On échange depuis pas mal de temps sur LinkedIn notamment, parce qu'on est fort Oui. actifs tous les deux sur ce réseau. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler, de parler de ce réseau, comment ça peut impacter la vie d'un auteur. Mhm. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de cette interview, pour que ces personnes puissent justement découvrir ton univers et savoir qui tu es? Oui, tout à fait. Je suis maintenant autrice professionnelle puisque j'ai démissionné de l'éducation nationale après 20 ans d'enseignement pour ne faire que ça, en fait, des livres et des conférences. J'ai pris, je suis partie en 2019, juste avant un certain Covid, une certaine pandémie. C'était un très, très bon virage au bon moment. Mais en fait, oui, c'était au bon moment parce que j'ai vécu cette période du mieux possible. J'ai été dans ma petite bulle chez moi à gérer mon business, mon entreprise, et ça, c'était très bien. Et j'ai commencé par l'édition classique, en fait. J'ai été éditée au départ par deux maisons d'édition traditionnelles, un compte d'éditeur. Et puis, j'ai été un peu déçue de l'expérience parce que je me suis aperçue qu'on n'avait aucun droit sur le livre. On avait des droits que sur le texte dans le livre. Et donc, de ne pas pouvoir décider de ma couverture, du prix du livre, du calendrier de lancement, de ne pas être au courant, ça m'a terriblement frustrée. Et donc, je suis partie en auto-édition en 2014. Depuis, j'ai auto-édité 7 livres. Je suis hybride, c'est-à-dire que pour mes livres jeunesse, je suis éditée par une maison d'édition, Nats Édition. C'est pas moi, c'est une autre maison d'édition qui m'édite. Et voilà, je suis ravie de l'expérience, même si la majorité de mes ouvrages est auto-édité. Yes, donc c'est un choix aujourd'hui d'être plus axé auto-édition. Il y a des avantages et des inconvénients justement à passer par une maison d'édition ou à être auto-édité. Hem, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce qui t'a donné l'envie d'écrire avant de partager ces 3 pépites, ces 3 conseils, que l'on a préparés ou que tu as préparés? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce métier d'auteur aujourd'hui, que tu fais, pleinement du coup?
J'ai toujours eu beaucoup d'imagination, un peu trop peut-être, parce qu'il suffit que mes enfants aient une demi-heure de retard et j'ai déjà imaginé 10 scénarios catastrophes tout à fait réalistes qui auraient pu leur arriver. Donc cette imagination-là, c'était un peu mon échappatoire en sortant des cours, des copies à corriger, etc. Donc j'ai beaucoup écrit pour vivre quelque chose de merveilleux dans mes histoires. Et petit à petit, j'ai partagé ces écrits sur un blog. À l'époque, je faisais ça sur un blog. Et de voir que non seulement il y avait le plaisir d'écrire, mais surtout le plaisir d'être lu derrière, ça m'a convaincue dans le fait qu'il fallait que je publie en fait mes histoires parce que c'était très, très agréable, quoi. Excellent. Et c'est vrai que c'est une notion de transmission aussi, peut-être. En tout cas, je pense que c'est pour beaucoup d'auteurs, il y a cette envie de transmettre quelque chose, un De transmettre de message. l'émotion. Ouais, Mm. top. Parce que je crois que c'est Randy Ingemanson qui parle de ça, celui qui a fait la méthode des flocons, tu sais. Lui, il dit qu'il faut transmettre des PEE, des puissantes expériences émotionnelles, que ce soit la peur dans les thrillers, que ce soit le dégoût dans l'horreur, que ce soit le merveilleux. Enfin, l'idée, c'est de développer les émotions chez le lecteur. Et ça, c'est ce que j'adore, moi, en tant que lectrice, ressentir et ce que j'essaye de donner dans mes livres à mes lecteurs. Super. Bah, écoute, je te propose de faire la transition avec le premier conseil que tu as souhaité partager aujourd'hui aux personnes qui écoutent cette série d'interviews. Quel est-il? Et puis, bah, on commencera à creuser la thématique après. Exactement. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de chercher des lecteurs et pas des acheteurs. La tendance de beaucoup d'auteurs auto-édités ou même édités, c'est de vendre son livre, en fait. Parce que parfois, on a un besoin derrière. On sait très bien qu'on gagne très peu d'argent sur un livre, deux livres, trois livres. Donc, on essaye d'en vendre un maximum pour pouvoir se dire, tiens, ça va en valoir la peine. Et non, je pense que ça ne marche pas. Je pense que c'est pas un produit comme un autre. Un livre, il faut qu'il y ait tout un contexte positif au préalable qui soit installé, une communication avec les gens, que ce soit sur votre site internet ou en salon. Et donc, l'idée, c'est que vous trouviez le bon lecteur pour votre histoire. Par exemple, dans mon entourage, alors j'ai la chance d'avoir des lecteurs qui lisent presque tous mes livres, quasiment tous mes livres, qui veulent la collection complète. Mais il y en a d'autres qui me le disent franchement. Moi, je suis pas très axée sur la fantasy, donc j'ai adoré les premiers romans, mais je veux pas passer à la fantasy. Eh ben, c'est très bien. Ils le savent, ils se connaissent, et c'est sûr que même si mon livre est merveilleux de fantasy, ça va pas leur correspondre. J'ai passé beaucoup de temps une fois en salon avec une dame au salon de Poitiers, elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute, qui m'a parlé très 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 longtemps. Elle m'aimait beaucoup, elle appréciait beaucoup ma personnalité, moi aussi, on a bien échangé, mais clairement, c'était pas la lectrice idéale de mes bouquins dans le sens où elle n'aimait pas le merveilleux, elle n'aimait rien de merveilleux. Tous mes livres sont axés sur le merveilleux. Il y a toujours une dose d'émerveillement, de trucs irréalistes à l'intérieur. Et elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle n'était pas faite pour ça. Eh bien, c'est très bien. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, vous êtes dans un salon du livre, il y a plein d'auteurs présents, vous allez sûrement trouver le livre qui vous correspond. Il ne faut pas que vous achetiez l'un de mes livres parce que vous m'aimez bien et que vous ne le lisiez pas. Moi, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est que je trouve des lecteurs, les bons lecteurs pour mon histoire. Et quand ça arrive, ça match. C'est pour ça que j'ai quasiment aucune, alors je croise les doigts parce que ça peut toujours arriver, mais quasiment aucune évaluation négative sur les sites de vente en ligne. Parce que c'est clair, sur Amazon, j'ai mis 10% de mon manuscrit en feuilletage, pour que les gens puissent le feuilleter gratuitement. Comme ça, ils ont le moyen de se faire une idée si ça leur correspond ou pas, mon style, l'histoire, etc. Donc voilà, trouvez vos lecteurs et pas des acheteurs. C'est ça. Donc, est-ce que du coup, tu écris pour les lecteurs ou pour... dans une optique, tu écris pour les autres ou tu écris d'abord pour toi avant tout? J'écris ce que j'ai envie de raconter, ce que ma muse me souffle. Parfois, c'est pas ce que j'avais prévu du tout. J'ai été surprise parfois par un projet qui a bouleversé tous les autres et est passé devant, et c'était pas du tout au programme. C'était pas la bonne chose à faire commercialement parlant, et pourtant, je l'ai fait parce que je suis autrice avant tout et pas commerciale. Donc, j'écris pas pour les autres, mais je sais très bien pour qui ce livre est destiné. Alors, on en arrive à mon deuxième conseil, si je peux y aller. Oui, bien sûr. Donc, mon deuxième conseil, c'est de trouver son avatar.
le lecteur idéal pour ce livre-ci, qui ne sera pas le même que pour les autres livres, même s'il y a des points communs. Et quand on a cet avatar, on se dit l'âge idéal, la profession idéale, la personnalité idéale, même physiquement, comment est cette personne ne sera pas le seul lecteur qu'on aura, et Dieu merci. Mais moi, mon avatar, par exemple, pour Éclosia ou l'Écosse des légendes, c'est une jeune femme, elle a entre 26 et 36 ans. Elle a un look un peu baroudeur, naturel, écolo. Elle a un sourire très sympa. Et bien, cette personne, lorsque je suis en salon, je ne la laisse pas passer devant mon stand sans lui dire bonjour. Pas en lui disant achetez mon livre, hein. C'est pas du tout pareil. Je lui dis bonjour parce que je la reconnais, c'est ma lectrice idéale. On parle, je lui dis est-ce que vous avez déjà voyagé, est-ce que vous aimez les voyages, est-ce que vous avez déjà été en Écosse? Alors, peut-être qu'elle n'y est jamais allée, peut-être qu'elle y est allée, peut-être qu'elle a adoré Outlander, on se met à parler de la série, etc. Et là, je peux lui dire, parce que le contact s'est fait et qu'il est positif, je peux lui dire, vous savez, mon roman, je pense qu'il pourrait vous plaire pour telle et telle et telle raison. Et donc, cet avatar-là, je le laisse jamais passer devant mon stand sans lui adresser la parole. Juste un bonjour, voulez-vous un marque-page, quelque chose comme ça. Il n'empêche que ça ne veut pas dire que c'est les seuls lecteurs que j'ai. C'est-à-dire que je me rappelle très bien une fois au Cultura, je dédicaçais au Cultura de Valence. Alors, j'étais là en séance de dédicace, mais je dois avouer qu'il y a eu des moments, des temps morts où j'étais derrière ma table, enfin même pas derrière ma table, j'étais debout et j'arpentais un peu les rayons pour me dégourdir, enfin pas à côté de ma table quand même. Et plein de gens me demandaient où est-ce que je peux trouver tel livre. Ils pensaient que j'étais un employé de la FNAC, quoi. Cultura, c'était chez Cultura. Et là, je vois un monsieur qui arrive, qui avait l'air un peu perdu, adorable. On a beaucoup parlé de tout, de culture, de machin, tout ça. Et au bout d'un moment, il me dit, vous voulez pas me dédicacer votre livre? Ah, j'ai dit, vous savez que je suis là en dédicace? Il me dit, bah, je suis venue pour vous, en fait. Parce que vous étiez dans le journal, je vous avais raté à telle séance de dédicace, et donc je suis venue exprès à celle-là. Et c'était pas du tout mon avatar, hein. Ça ne correspondait pas du tout. Et c'est merveilleux, c'est super de faire des rencontres comme ça. Mais ça rejoint le premier conseil que tu disais, que tu partageais, c'est la notion de chercher des lecteurs, pas des acheteurs. Et ça sous-entend tisser une relation à un moment donné avec ces personnes et de ne pas être là en mode tiens, achète mon livre, il est meilleur, c'est le meilleur, c'est le plus beau, etc. Mais c'est plus voilà, bonjour monsieur le lecteur, je suis ravi de vous rencontrer, au lecteur potentiel en l'occurrence. Si on fait le lien, parce que l'objectif de l'événement c'est quand même vendre des livres, mais si on fait le lien en marketing, c'est effectivement le prospect à ce moment-là. Et lorsqu'il achète le livre, il devient lecteur, donc il devient client. Ce sont des notions marketing. Clairement, l'avatar, c'est une notion marketing. Est-ce que du coup, tu as ces deux casquettes, auteur et commercial? Et comment est-ce que toi, tu arrives à combiner les deux? Puisque j'ai conscience aussi que parfois, quand on est auteur, on a plus une notion d'artiste en tête, on a plus la personnalité artiste. Et pourtant, il faut aussi, d'après moi, le côté entrepreneur. Et c'est pas pour rien que Dimitri, Ethan, c'est vrai, et moi-même, on organise cet événement, vendre plus de livres. Je te laisse répondre. Je ne me considère pas du tout comme une marketeuse. D'ailleurs, je ne suis pas très bonne dans ça. Il y a eu plusieurs choses que j'ai ratées dans mes lancements, dans ma façon quand je veux être trop marketeuse, je n'y arrive pas en fait. Pourtant, j'ai fait des formations, je sais beaucoup de choses sur le marketing, mais je me considère plutôt comme une communicante. Je sais bien communiquer. J'aime les gens, je pense que ça se voit, et du coup, j'essaye de communiquer, de trouver le point commun que j'ai avec eux. Donc, je ne vends pas mon livre, et c'est pour ça que ça marche, je pense. Je parle de la thématique de mon livre. Par exemple, là, c'était l'Écosse pour le premier roman, la Grèce, la fantaisie, quel est votre auteur fantasy préféré? Et là, on est sur un terrain commun où on partage des centres d'intérêt communs et c'est beaucoup plus facile après de parler de son livre sans le vendre. C'est pareil, je trouve que une très bonne façon de faire, c'est de recommander les livres des autres auteurs qui sont présents et c'est ce qu'on fait avec cette grande opération où on est plusieurs à parler les uns des autres parce qu'on n'est jamais aussi sincère que lorsqu'on parle des autres, que lorsqu'on met les autres en avant. Donc, quand je suis en salon, très souvent, je dis, quand j'ai un petit garçon qui attend
temps, pendant que je dédicace un livre à sa maman, je lui dis, est-ce que tu aimes les histoires de pirates? Oui, il y a un monsieur là-bas qui écrit des super histoires de pirates, tu devrais aller le voir. Et donc, non seulement je fais un heureux parce que cet enfant, il va trouver un livre qu'il va aimer. Je lui recommande bien sûr que des bouquins que j'aime vraiment ou des auteurs que j'aime vraiment et pas parce que c'est des affiliés, hein, c'est pas du tout ça. Donc, je vais faire cet heureux-là avec ce lecteur et je vais bien sûr avoir fait un heureux avec l'auteur qui va être content parce que, en l'occurrence, il s'agissait de Jean-Sébastien Guillermot, qui était l'auteur de livres de pirates. Et il est venu me voir, il me dit, j'ai rien à faire. Ils sont arrivés, ils ont dit, Nathalie Bagadé nous a dit d'acheter ce livre, on le veut. Et donc, il n'y a pas besoin de faire de promotion, du coup, tu vois, tu as juste à dédicacer, donc c'est pratique. Et ça amène en fait à une clé, d'après moi, qui est l'empathie et vraiment s'intéresser à l'autre. Et donc, ça rejoint effectivement cette notion de ne pas être en mode vente, mais plutôt en mode écoute. Et j'écoute la personne, je découvre son univers. Et puis, in fine, si ça peut se faire et si c'est adapté, on lui propose le livre. Mais on est vraiment plus dans une dynamique d'échange. Et donc, enfin voilà, en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser. Je te laisse réagir si tu le souhaites par rapport à ça. Ah non, mais je suis en phase avec ça. Et puis, justement, pour tout c'est timide. Parce que quand même, quand on est auteur à la base, c'est souvent parce qu'on s'exprime mieux par l'écrit que par l'oral. Et du coup, qu'on a du mal à passer à ce cap de l'oral après avoir écrit le livre. Et donc, ça peut rassurer tous les timides qui nous écouteront de savoir qu'il y a cette option-là. Je ne vends pas mon livre, je ne suis pas en souffrance parce que je ne suis pas obligée de faire je ne suis pas un homme sandwich en train de vendre mon bouquin. Je vais parler de quelque chose qui me passionne. A priori, si j'écris un bouquin dessus, c'est parce que je suis passionnée par ce sujet. J'ai parlé des thématiques, ça peut être l'amour, ça peut être le voyage, ça peut être la quête, ça peut être le courage, etc. Donc, parler d'un sujet qui me passionne avec des gens qui sont aussi passionnés, il n'y a rien de plus agréable, en fait. Et c'est plus une corvée, c'est plus. J'ai plus de mal avec tout ce qui est le marketing, les publicités, même le copywriting. J'ai plus de mal là. C'est parce que c'est peut-être plus en lien avec la vente justement et moins avec le côté humain. Donc voilà, et apprendre à se connaître aussi, ça me paraît important. Et justement, est-ce que toi, au tout début, tu arrivais à communiquer aussi bien en vidéo qu'aujourd'hui? Parce que voilà, les personnes qui te suivent aujourd'hui, alors en vidéo, aussi en salon, on pourra reparler des salons par après, mais est-ce que tu as toujours eu facile ou au début, tu as dû justement te forcer parce que tu étais toi aussi timide parce qu'on voit toujours la personne qu'on voit aujourd'hui ici en vidéo, mais ce serait intéressant peut-être d'avoir le comment toi tu étais au tout début. Alors, j'étais très, très, très timide. Jamais j'aurais pris la parole en public. J'ai vécu une adolescence douloureuse, en fait, hein, parce que je vivais mal cette timidité-là. Et puis, bien sûr, la vie, je ne suis pas un jeune perdreau de l'année, hein, j'ai quand même un certain âge, donc pas mal d'expérience aussi derrière moi. Je me suis enrichie de ces rencontres justement avec les gens, de ces lectures qui m'ont donné du courage par, on va dire, comment ça s'appelle, quand quelqu'un te prête du courage, justement, tu le prends par amalgame, quoi. Je visualise par procuration. Par procuration, ok, voilà. Voilà. Et donc, petit à petit, voilà, je me suis formée, mais au départ, je n'étais pas aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui. J'ai aussi, j'étais enseignante pendant 20 ans, donc tu prends quand même la parole devant un public qui n'est pas toujours forcément bienveillant, qui est parfois hostile. Donc, ça t'endurcit, ça te donne une armure et puis tu compenses à acquérir des techniques pour maintenir l'attention. J'ai eu de la chance, hein, mais avec mes élèves, ça s'est quand même toujours très bien passé. Si j'ai quitté l'éducation nationale, c'était pas parce que j'étais en souffrance et heureusement. Mais petit à petit, donc j'ai acquis de l'expérience dans la prise de parole et je me suis formée aussi. J'ai fait des stages auprès de Jean Sommer pour maîtriser ma voix, la canaliser, l'approfondir. J'ai appris des techniques de prise de parole, d'ancrage. Donc tout ça, c'est pas immédiat, c'est un apprentissage et vous apprenez. Là aujourd'hui, j'ai diffusé. Alors je fais une petite parenthèse qui n'est pas autrice, mais mon but ultime n'est pas d'écrire. Mon but ultime, c'est de réenchanter la vie des gens. Et donc tous les matins à 6h du matin. Alors, je vous rassure, je prépublie mes publications, je ne me lève pas à 6h du matin. Je mets la 6 o'clock happy news.
Voilà, c'est une bonne nouvelle qui donne la pêche aux gens qui vont la lire. Donc, suivez le hashtag 6 o'clock happy news pour en savoir plus, pour avoir cette bonne nouvelle du matin. Et celle d'aujourd'hui, c'était l'épreuve que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qui vous paraît vraiment une grosse galère, eh bien, que vous êtes en train de la surmonter. Et ce récit cette histoire que vous êtes en train d'écrire, elle va peut-être inspirer quelqu'un d'autre pour qu'il survive ou qu'elle survive à ce qui va lui arriver aussi plus tard. Et donc, j'ai beaucoup aimé le fait que la galère qu'on vit à l'heure actuelle, qui n'est pas du tout agréable et sur laquelle on est parfois trop focalisé, en fait, ça peut être ce qui va inspirer et aider les autres plus tard lorsqu'on s'en sera sorti. Voilà, il faut être positif et je crois vraiment on peut se sortir de n'importe quelle galère à force de temps, de persévérance, de courage. Et cette phrase m'a beaucoup inspirée. J'espère qu'elle en inspirera d'autres. C'est pas parce que vous êtes en galère à l'heure actuelle que vous n'allez pas vous en sortir et surtout que vous n'allez pas vous-même inspirer d'autres personnes. C'est ça. On n'a pas forcément le contrôle là-dessus, mais c'est clair qu'on peut toutes et tous apprendre des autres. Et en plus, notre histoire peut servir à d'autres. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup écrire de la non-fiction et de lire de la non-fiction. C'est que, eh bien, et même de la fiction d'ailleurs, dans une fiction, on peut apprendre des choses et un personnage peut vivre quelque chose qui va nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Donc, c'est pas que de la non-fiction au final. C'est dans tous les livres, on peut apprendre des choses et de toute expérience, de toute rencontre aussi, évidemment. Super, on mettra le hashtag de toute façon dans la description, donc 6 o'clock happy news. Et donc voilà, les personnes qui souhaitent le suivre pourront le suivre. Est-ce que tu pourrais nous partager du coup le troisième conseil que tu avais prévu de partager? Bien sûr. Alors, ce troisième conseil, c'est un conseil qui n'est pas pour les impatients, parce que la meilleure promotion pour moi, vraiment le meilleur conseil de promotion que je peux vous faire pour vendre votre livre actuellement, c'est d'écrire le prochain. C'est pas de vendre celui-ci, c'est pas de mettre le paquet sur la com de celui-ci, c'est d'ores et déjà de vous mettre au travail sur le prochain, parce qu'on sait tous que c'est un travail de longue haleine, hein, c'est clair, et de communiquer autour de l'écriture alors soit c'est une suite, soit c'est complètement un autre livre, mais le fait que vous soyez visible, qu'on voit que vous êtes auteur, professionnel, que c'est votre passion, que vous y consacrez un temps fou, ça fait parler de vous, ça suscite l'intérêt. Et ça suscite l'intérêt non seulement sur votre livre actuel en cours d'écriture, mais sur tout ce que vous avez écrit avant. Et parfois, vous serez surpris, une simple communication ou un article de journal qui n'a rien à voir avec votre actualité ou votre livre sorti, va tout d'un coup générer des ventes que vous n'aviez pas anticipées. Donc, soyez dans l'acte de l'écriture, parlez-en, et ça va générer des ventes pour les prochains. Et c'est sûr qu'à chaque fois que j'ai sorti un nouveau livre, j'en suis à 7 auto-édités là à l'heure actuelle, chaque fois que j'ai sorti un nouveau livre, ça a relancé les ventes des autres livres à chaque lancement. Donc, c'est vraiment un bon outil à connaître. Et en plus, du coup, on n'a pas besoin de vendre puisqu'on parle juste de ce qu'on aime, c'est-à-dire écrire et de sa passion. Et du coup, ça, entre Et des guillemets, difficultés. Et des difficultés, oui, effectivement. Et ça amène justement de la visibilité sur tous les ouvrages que l'on a écrits. Pour rebondir sur cette notion d'écrire plusieurs ouvrages et peut-être aussi dans plusieurs styles, comment gérer en fait cette diversité, puisque toi aujourd'hui par exemple tu as écrit quand même dans plein de styles. Or en marketing, si on pense juste en termes marketing, on va penser à un positionnement clair avec un public clair. Comment est-ce que toi aujourd'hui tu arrives malgré tout malgré ces 7 manuscrits à continuer quand même à avoir des nouveaux clients, des nouveaux lecteurs malgré la Alors, c'est sûr diversité, quoi. que cette histoire de niche éditoriale, d'avoir sa zone de génie, de s'y tenir et de faire que ça, pour moi, c'est très compliqué. Alors que je sais que ça marche, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que je suis experte, entre guillemets, dans plein de domaines vraiment différents. Je suis avant tout une experte de l'enchantement. Mon but, c'est d'enthousiasmer les gens, qu'ils soient heureux, etc. Donc, je veux garder cette casquette-là et ça, en fait, c'est le point commun de tous mes livres. Même un guide pratique sur l'auto-édition, comme celui que j'ai écrit,
le but, c'est que les gens soient heureux parce qu'ils vont trouver que c'est facile d'auto-éditer leur propre livre. Et donc, du coup, ça participe à cette notion de réenchantement. Donc, c'est ma casquette principale, enchanteresse. On me l'a donné. En plus, ce titre, je l'aime beaucoup. Donc, je suis enchanteresse avant tout. Et dans cette déclinaison d'enchanteresse, je m'adresse à ceux qui sont un peu plus réalistes, qui aiment les voyages au contemporain dans un pays qui existe comme l'Écosse, la Grèce. Après, j'ai fait un tour du monde de villes marquantes. Ça, je m'adresse à eux. Mais je m'adresse aussi à leurs enfants avec un livre jeunesse. Et puis, je peux m'adresser aussi à leurs ados qui aiment plus la fantasy, parce que moi, c'est ce que je préfère. Mon chef-d'œuvre pour moi, c'est ma série d'Heroic Fantasy. Donc, j'arrive quand même, si c'est pas avec une personne, j'arrive à communiquer avec son noyau en fait familial, avec d'autres membres de sa famille. Là, je viens de lancer une opération Fête des mères. Si votre maman elle aime ça, etc. Et parce que je suis sûre que dans mes lecteurs, il y en a, ils ont déjà tous mes bouquins, ils vont pas m'acheter mes livres. Mais par contre, l'offrir, ça reste un acte d'amour, un acte qui moi en plus me permet de continuer à produire malgré l'absence de salon actuel. Donc voilà, c'est un bénéfice pour tout le monde, quoi. Je me suis peut-être perdue en chemin. Ouais, c'est très bien. Bah, en tout cas, c'est le lien avec la question qui était comment se poser une étiquette malgré le fait qu'on fait plein de choses. Bah, ta réponse à toi, c'est de trouver sa propre étiquette en fin de compte. Voilà, toi, c'est l'enchanteresse. Et puis quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Moi, je sais que ce qui m'anime aujourd'hui, c'est le leitmotiv, être épanoui au travail et dans la vie. Et peu importe les livres que je vais écrire, et je pense même sincèrement que si je devais écrire une fiction un jour, ce serait dans cette optique d'aider les gens à prendre conscience de certaines choses pour améliorer leur vie privée ou professionnelle. Exemple, One Man Show aussi, j'aspire un jour à en faire un. J'ai commencé à l'écrire et je sais que ce ne sera pas juste de la rigolade. Ce sera un one-man show inspirant, voilà, avec toute l'humilité, évidemment, enfin, en toute humilité. Ouais. Je ne dis pas que je vais changer la vie de millions de personnes, Non, mais c'est parce qu'on ton n'a but. pas le contrôle là-dessus, mais c'est mon but, voilà, effectivement. Ouais. Top. Et peut-être faire le lien, du coup, on a parlé un peu des salons. Alors pour l'instant, c'est compliqué d'en faire puisqu'on est encore en période de pandémie. Mais toi qui as déjà eu l'expérience de séances de dédicaces en librairie, tu parlais de Cultura tout à l'heure, d'expérience en salon, quels sont les conseils que tu pourrais donner à un auteur ou une auteure qui aurait envie à un moment donné, dès que c'est possible, de faire cette expérience de salon ou de séance de dédicace? Alors, ça s'anticipe beaucoup, que ce soit en librairie ou dans les salons. Il faut compter 6 mois à 1 an en amont pour contacter les organisateurs, avoir une place, etc. Alors, vous avez plusieurs types de salons. Il y a ceux où on est invité, c'est top. Alors, soit on est invité et on ne paye pas sa place, son stand, soit on est invité complet, c'est-à-dire qu'on nous défraie, on nous paye le transport, l'hébergement, les repas et nos interventions si on intervient dans le sens dans conférences, tables rondes, etc. selon les tarifs de la charte des auteurs illustrateurs jeunesse. Donc ça c'est le Graal et ça arrive. Heureusement ça m'est arrivé. Ça m'est pas arrivé à mes débuts bien sûr, mais petit à petit ça se met en place grâce à tous les contacts que vous allez nouer de salon en salon avec les autres auteurs qui parfois vont eux-mêmes se mettre à créer leur propre salon du livre. J'en ai vu, c'est arrivé avec les aventuriales de Ménétrol, qui maintenant est devenu un salon incontournable qui refuse du monde. Donc voilà, il faut pas négliger tous ces contacts que vous nouez, tout cet écosystème, parce qu'il est finalement assez petit et on se retrouve de salon en salon. Après, alors, je fais toujours un compte-rendu des salons quand je reviens, un compte-rendu en images, un compte-rendu ressenti est toujours positif parce que Dieu sait que c'est du travail d'organiser un salon et même parfois quand on n'a pas eu de visiteurs ou pas eu autant qu'on espérait, il faut rarement blâmer les organisateurs, en tout cas je ne le fais pas et j'en parle positivement. Et un jour, il y a eu un commentaire sur mon blog d'un auteur qui disait tu as quand même beaucoup de chance parce que moi, les salons du livre que j'ai faits, j'ai pas ressenti ces moments-là.
Et c'est vrai qu'en étant toujours positive, j'étais pas toujours réaliste, dans le sens où je cachais aussi beaucoup de choses qui se passaient. Donc, j'ai écrit un article que je vous encourage à aller voir sur mon blog. C'est le top 10 des moments cauchemardesques en salon. Et donc, je l'ai tourné bien sûr à l'humour. Je n'ai pas cité le nom des salons concernés, mais j'ai fait le top 10 de tout ce qui peut mal tourner dans un salon. Comme ça, au moins, j'ai pu être réaliste. Et donc, ça a donné aussi des pistes à ceux qui ont vécu ce genre de choses. Et pour l'anecdote, donc, j'avais mis en numéro, je crois, 5 ou 7, l'auteur voisin qui veut absolument vous vendre ses propres livres, alors que vous êtes vous-même auteur exposant, d'accord? Et je vais à un salon juste après avoir écrit cet article, et j'ai un auteur de ce style-là, alors une personne assez âgée qui n'avait pas de compte Internet, pas de page Facebook, rien du tout. Et donc, au bout d'une journée et demie où j'étais en souffrance avec ce voisin qui me faisait lire des passages entiers de ses bouquins pendant que moi, j'étais en train de discuter avec des visiteurs du salon, donc c'était vraiment la totale, quoi. Je fais alerte 5, et je mets un lien vers mon article top 10 des moments cauchemardesques en salon. Et donc, mes lecteurs se disent « Oh là là, elle a un voisin pénible », logique, quoi. Mais je ne portais pas atteinte à l'intégrité de cette personne qui n'avait aucun moyen de deviner que je parlais d'elle, quoi. Je ne mentionnais pas son nom, rien du tout. Et là, je vois, on était sur Facebook, et je vois, tu sais, les fameux 3 points, et je vois Lucille est en train de commenter. Et là, je blanchis, parce que Lucille, c'était une autrice qui était en face de moi à ce fameux salon, qui donc, elle, savait exactement ce dont je parlais. Et ça me gênait vraiment vis-à-vis du monsieur, quand même, que je mettais ainsi en évidence, quoi. Et je vois son commentaire apparaître, et c'était « L'année dernière, j'étais à ta place. Toutes mes condoléances. » Excellent. Elle avait vécu la même chose que moi. Excellent. Ben, on mettra le lien vers l'article. Oui, vers l'article. Et puis alors, j'invite aussi tous ceux qui nous écoutent à s'abonner, si ce n'est pas encore fait, à ma newsletter À vous de jouer, qui est une newsletter axée sur l'auto-édition. Je ne parle pas de ma vie, je ne parle pas de mes galères, etc. en tant qu'autrice. Je donne vraiment des conseils pour les auteurs qui veulent s'auto-éditer. Et grâce à cette newsletter, on arrive sur une page abonnée où il y a beaucoup de ressources, et notamment la checklist de tout ce qu'il faut emmener en salon du livre. Excellent. Est-ce que on va dans un salon du livre pour vendre? Moi, j'ai ma petite idée, mais je pense que ça peut être intéressant que tu partages ce que toi tu ressens, et est-ce que du coup on va en salon ou en séance de dédicace pour faire des bénéfices sur son livre? Alors, je n'y allais pas pour ça, mais maintenant qu'il n'y en a plus, c'est un sacré manque à gagner. Ça, c'est indéniable. Pour moi, 50% de mes revenus venaient des salons du livre. Et c'était des revenus très intéressants parce que contrairement à une plateforme comme Amazon qui prend 30% sur le prix du livre, jusqu'à même 40% pour le livre papier, là, j'ai juste le prix du livre, le coût d'achat de fabrication du livre qui est à déduire du prix auquel je le vends. Et donc, du coup, c'est tout bénéfice. On parle de 70% du prix du livre qui rentre dans notre poche, quoi. Donc, c'est quand même très intéressant. Ne nous l'aurons pas financièrement. Mais un salon du livre, c'est avant tout un espace de rencontre. On y va pour faire des rencontres. Et que ce soit... C'est pas seulement avec les lecteurs, c'est merveilleux quand c'est avec les lecteurs, bien sûr. J'ai eu des salons et je parlais des aventuriales de Ménétrol, c'est typique. Les aventuriales de Ménétrol, j'ai à peine le temps de manger. Je dédicace non-stop, il y a la queue devant mon stand. C'est génial à vivre, c'est super. Mais j'y vais aussi pour parler avec les autres auteurs parce qu'on vit la même chose. On a une communauté, donc on peut partager. Moi, j'ai un cahier où je note plein d'astuces. Tout ce et j'apprends toujours à chaque salon, même après plus de 7 ans dans le métier, j'apprends toujours des choses à chaque salon. Je dis tiens, astuce machin, parce que je l'ai vu sur le stand de quelqu'un. Et puis les organisateurs de salons aussi, ça nous permet de les rencontrer, qu'ils soient organisateurs de ce salon-là ou des organisateurs en vadrouille en train de prospecter pour leur propre salon. Voilà, vous faites votre écosystème, vous partagez des choses, vous vivez des moments très forts. Il faut bien penser à faire des photos. On est tellement pris par l'instant présent que souvent on ne pense pas à faire des photos, alors que ça reste, ça fait notre communication après. Et nous, ça nous fait des bons souvenirs quand on a un peu
voilà, un peu de manque de pêche pour s'y remettre et tout ça. Moi, là, ça se voit pas, je vais décaler un petit peu mon écran. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai des photos de salons, d'affiches où j'étais mise en valeur, etc., au Hero Festival et compagnie. Bon, bah, ça m'aide vachement à me motiver pour me remettre à écrire mon manuscrit. Yes, donc c'est vraiment des espaces de rencontre et C'est c'est pour ça peut-être aussi, même... toi? Comment? Tu disais que tu avais ton idée. Du coup, ton idée, c'est laquelle? Mon idée, c'est celle de rencontrer effectivement et de se créer un réseau. J'allais justement rebondir sur le fait que c'est, d'après moi, le meilleur moyen de networker quand on est auteur, c'est d'aller dans ce type de salon. Et la vente est secondaire, enfin, dans le sens où c'est une conséquence, quoi. Évidemment, après, on va pas se leurrer, on a aussi envie de vendre son livre, puisque si on le vend, il y a des gens qui vont en profiter. C'est ça, in Ouais. fine, de toute façon, je pense, le message de chaque auteur. Et du coup, ben, vas-y, dis-moi. Et aussi un truc, mais tout bête, mais c'est que après, pour redéménager après, pour tout remettre dans la voiture, quand on a vendu des bouquins, on est beaucoup plus léger. Et mine de rien, c'est très agréable. Moi, j'ai un souvenir d'un salon du livre de Poitiers. Le premier s'est très bien passé, j'ai énormément vendu, j'ai même fait rupture de stock. J'avais qu'un bouquin à l'époque, donc forcément, rupture de stock allait vite arriver. L'année d'après, quand j'ai refait le salon, je n'avais pas pu venir en voiture, donc j'étais venue en train et j'avais fait expédier un carton de bouquins qui m'est un peu resté sur les bras, enfin pas tout le carton, mais quand même, j'ai dû repartir avec une valise pleine de livres en plus de ma valise d'habits, quoi. Et là, c'était galère, donc plus Ah, jamais ça. Il vaut je mieux me être en rappelle, rupture de stock. je me rappelle d'une conférence où j'avais justement dans ma valise des exemplaires de Mets du bonheur dans ton business. Et je me rappelle, d'ailleurs, je l'ai gardé parce qu'en fait, c'est une petite privée de joke. Si tu veux, en fait, dans la valise, comme je portais la valise, c'était un trolley, ben, les livres du dessus, comment dire, appuyaient sur ceux du dessous. Et en fait, il y a une vis, malheureusement, qui a troué la couverture enfin, pas la couverture, mais la tranche d'un des livres. Et mais ça fait un trou, mais vraiment net à un endroit. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais même pas Ouais. su. Et du coup, c'est un petit peu comme ça ne se voit pas, il est derrière là, mais le côté, il y a un trou dedans. Et du coup, voilà, c'est ma petite privée de joke pour me rappeler de cette expérience Cette de. petite galère qui t'a aidé quelque part, qui t'a appris à ne plus te charger autant pour les fois d'après, quoi. Effectivement, ouais, tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, la notion de. Je vais rebondir sur la notion de passion quand on va en Mm. salon, notamment, et même quand on est auteur de manière générale, est extrêmement importante. Et je vais faire le parallèle avec une anecdote que j'ai vécue dans le monde du cinéma. En fait, j'aime beaucoup le monde du cinéma et c'est un petit monde aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un jour une personne qui avait envie d'être actrice qui m'a contacté. Et quand elle m'a expliqué la manière dont elle fonctionnait, en fait, elle voulait être face caméra, mais rien faire d'autre. Moi, je suis actrice, je fais rien d'autre. Et en fait, moi, je lui disais, écoute, moi, ce qui m'a aidé à rentrer dans cet univers du court-métrage, c'est d'aller sur des tournages, aider à monter les plateaux, c'est d'aller sur les tournages, donner les sandwichs aux gens. Parce qu'en fait, même si effectivement, mon envie à un moment donné, c'est peut-être d'être face caméra, je suis passionné par le thème du cinéma de manière générale. Donc, ça ne me pose pas de problème de m'investir comment dire, dans un Dans des tournage ou tâches. autre, aller Ouais, peindre des faux murs ouais. et des choses comme ça. Et je voulais juste montrer cet exemple-là parce que je pense que dans l'univers du livre, c'est pareil. Quand on Mm. va dans un salon, qu'on est passionné, qu'on montre sa passion, ben peut-être effectivement que ce salon est tout petit au départ et que ça va devenir un salon Mm. incontournable dont tu as parlé tout à l'heure. On pourrait rencontrer des gens, on ne sait jamais qui on a en face de nous. Si ça tombe, Mm. c'est un futur éditeur. Si ça tombe, c'est... Mm. Donc voilà, aller avec la passion, je pense que c'est une des clés pour vendre aussi. Je veux bien enfin, je te laisse réagir par rapport à ça si tu le souhaites. Ah oui, tout à fait. Ça correspond au conseil d'une grande agente de conférenciers anglaise. Ce qu'elle avait donné un jour, là, on était tous réunis sur Zoom, tous des conférenciers professionnels. Et certains n'avaient pas allumé leur caméra, d'autres étaient en tenue un peu débraillée ou machin. Et elle dit, vous ne savez jamais qui vous regarde. Et peut-être que là, il y a une opportunité en or à saisir. Et tous ceux qui ont éteint leur caméra, vous n'y aurez pas droit. Et le nombre de caméras qui se sont rallumées d'un coup, c'était très drôle et ça avait vraiment frappé des esprits. Et c'est vrai, tu sais jamais avec qui tu vas te retrouver en face. Alors,
pour rebondir là-dessus, j'ai aussi une très belle anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez Robin Hobb, qui est l'autrice de L'Assassin Royal, toute la série de L'Assassin Royal. Elle est archi connue aux États-Unis. Et elle était invitée aux Imaginales. Et moi, je suis fan, hein, bien sûr. Mais je n'avais lu qu'un livre à l'époque d'elle, que le premier tome. Et j'étais prof d'anglais avant, donc j'avais repéré le journaliste de France 3, parce qu'il avait fait des essais sons devant mon stand. Et puis, je le croise dans le parc. J'étais en train de retourner à mon stand où j'avais fait un break. Et je le croise et je ne sais pas pourquoi, au lieu de lui dire bonjour, je lui dis hello. Tu sais, avec l'accent un peu… là, je parle naturellement comme ça, donc hello. Et je continue. Je ne m'attendais même pas à un bonjour ou quoi que ce soit. Le monsieur est très, très occupé. Et je continue et je sens une main sur mon épaule. Et c'était lui qui avait fait demi-tour et qui me rattrapait en disant « Vous parlez anglais ?» J'ai dit « Oui, je suis prof d'anglais. » Et il m'a dit oh, on a perdu le traducteur de Robin Hobb. Est-ce que vous pouvez faire l'interview et traduire pour nous l'interview pour France 3 ? Alors, j'ai pas longtemps réfléchi. J'ai dit oui, possible. J'ai donc rencontré Robin Hobb pendant qu'ils faisaient leur réglage, les caméras, le son, le machin, le maquillage. Enfin, c'était tellement long. Je parlais avec Robin Hobb comme à une copine. Et depuis cette époque, ça date de 2015 là. Depuis cette époque, on est devenus vraiment, je pense, des amis. On a communiqué sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Et lorsque j'ai terminé ma carrière de professeur d'anglais, j'ai fait une séance sur Robin Hobb avec mes élèves de terminale littéraire et elle leur a écrit à chacun. Elle a répondu à chacune de leurs, ils étaient 30, chacune de leurs 30 questions, alors qu'elle a des problèmes maintenant d'arthrose et qu'elle limite son écriture. Et ça, c'est parce que j'ai dit « hello » à un gars dans un parc aux Imaginales. C'est fou, je me serais jamais attendue à cet enchaînement de conséquences. Et c'était merveilleux à vivre. Donc voilà, il faut y aller, il faut le vivre cet instant présent. Vous avez choisi d'aller dans un salon et pas de rester devant votre télé à regarder Netflix. Donc voilà, vivez l'expérience vraiment pleinement. Eh ben, écoute, merci pour ce beau partage et ça m'amène aussi au fait que le pouvoir d'un bonjour. J'ai le grand plaisir d'avoir une conférence sur le sujet. C'est clair qu'un bonjour peut changer une vie. Et ça, c'est typiquement le type d'expérience qui peut changer une vie, un peu ou beaucoup, peu importe, mais en tout cas, c'est un impact positif. Et donc voilà, intéressez-vous vraiment aux gens, n'allez pas juste pour vendre votre livre. Je pense que c'est la leçon à retenir. Et très certainement, il y a plein d'autres exemples d'expériences. J'en ai aussi. On va pas s'étaler, on pourra en parler des heures. Mais c'est clair que voilà, en tout cas, c'est ce que j'aspire à faire ressortir dans ces interviews. Donc vraiment, merci pour ton partage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ces 3 conseils ? On a parlé de beaucoup de choses, mais on va après passer et parler du cadeau que tu as à offrir. Alors, je trouve que c'est une belle communauté qu'on a là quand même, et particulièrement en auto-édition, il y a beaucoup d'entraide. Moi, je suis ravie d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Je passe un très bon moment. J'espère que ça se ressent et que les autres derrière leur écran le ressentiront aussi. Et donc, cette communauté, cette entraide, ça passe aussi par des conseils parce que pour moi, la priorité des priorités quand on est auteur auto-édité, c'est de faire en sorte qu'on donne quelque chose le plus professionnel possible avec les petits moyens qu'on a parfois, ne nous leurrons pas. Mais qu'on fasse toujours de notre mieux à chacune des étapes de la création d'un livre, que ce soit la bêta-lecture, les corrections, la mise en forme intérieure du livre, la couverture, la communication. À chaque fois, si on donne le meilleur de ce qu'on peut donner soi et qu'on peut aussi dénicher parmi nous dans notre entourage, notre bouquin, il va trouver son public, il va avoir du succès. Par contre, si à chaque étape de la création d'un livre, on est en train de dire ça je sais pas faire, ça ira bien comme ça ne marchera pas. J'ai l'exemple d'une amie autrice que j'aime beaucoup, qui est gentille, qui en veut, qui sûrement écrit des choses très bien, mais rien à faire, ses couvertures sont moches. C'est même pas un goût personnel. Ces couvertures sont pixelisées.
tu ne peux pas te permettre de vendre un bouquin avec des couvertures pixelisées aujourd'hui. Ça se voit tout de suite que c'est du fait maison et ça marche pas. Donc, moi, j'ai donné beaucoup de conseils donc dans ma newsletter sur l'auto-édition gratuite. J'ai écrit un guide sur l'auto-édition qui est en train d'être réédité, mais ça suffit pas toujours. Il faut parfois montrer les choses vraiment visuellement. Donc, j'ai tourné beaucoup de vidéos. Ça m'a pris 7 mois de mon temps où j'ai fait ça sans rien en retirer en fait. Et donc toutes ces vidéos, petit à petit, je les libère sur l'académie que j'ai créée. Je me suis créée ma propre petite académie, l'académie À vous de jouer, où je donne donc des conseils très pratiques, des tutoriels pour chaque étape de la création d'un livre. Pour l'instant, ils sont vraiment par thématique. Donc, il y a la mise en forme intérieure du livre, il y a la couverture du livre, il y a comment faire un e-book, mais ça, c'est avec la mise en forme intérieure du livre papier. Et comme ça, si on pense vraiment qu'on a besoin d'aide dans ce domaine précis, on peut l'acheter, parce que je suis obligée de le vendre, hein, je ne peux pas faire tout ça bénévolement. Donc, on peut acheter à petit prix quand même des modules qui correspondent aux besoins qu'on a. Et bien sûr, après, quand j'aurai libéré tous les modules, je ferai un package qui sera beaucoup plus intéressant que si on prend chaque module individuellement. En attendant, mon cadeau pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est le premier module et le deuxième module sont gratuits pour tous. À savoir, le premier module, c'est qu'est-ce que c'est l'auto-édition? Il y en a encore beaucoup qui ignorent ce que c'est et tout ce que ça recoupe et tous les enjeux qu'il y a en édition classique, notamment à l'heure actuelle. Il y a eu beaucoup de changements récemment. Le deuxième module, c'est est-ce que je suis fait pour l'auto-édition? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir en auto-édition? Parce que c'est pas non plus évident. Ça correspond pas à tous les publics. Il y en a qui ont vraiment besoin d'avoir ce soutien qu'a peut apporter un éditeur. Donc tout ça, c'est du gratuit. Il y a 8 vidéos à regarder qui, je pense, vous intéresseront et vous apprendrez forcément des choses. Et puis pour les 20 premiers qui vont vouloir être intéressés pour savoir exactement comment trouver ces bêta-lecteurs, ces correcteurs, comment bien les choisir, parce que c'est très important, et surtout que faire de leur retour sans déprimer pendant des jours en se disant j'ai écrit qu'un torchon et ça vaut rien du tout. Moi, j'ai trouvé un processus qui marche très très bien pour intégrer les retours des bêta-lecteurs, des bêta-lecteurs que j'ai bien sélectionnés au passage, pour que le processus ça ne fasse qu'embellir mon bouquin. À la fin, mon bouquin, il est tip-top grâce à ces étapes-là, bêta lecture, correction, la commande d'ISBN. Donc, je fais 50% de réduction sur ce module, juste pour les 20 premiers qui seront intéressés, qui écouteront ce live et puis qui font partie de l'écosystème de notre promotion commune. Excellent, excellent. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce beau cadeau. Et donc, les informations se trouvent sur vendreplusdelivres.com. Mais de toute façon, toutes les informations sont dans la description. Oui, alors, je précise, j'ai dit les 20 premiers qui voudront prendre le module 3. S'il y en a 10 qui veulent le module 3 et le module 4, ça marchera aussi. Hein. On est humain de toute façon dans la relation. Donc, voilà, vous envoyez un petit message ou même un grand message à Nathalie et oui, puis c'est facile. Vous échangerez ensemble à ce sujet. Super. Il y a un point qui me semble important à mettre en avant avant de clôturer, que tu viens de notifier, c'est que c'est pas parce qu'on fait de l'auto-édition qu'on doit se permettre ou même qu'on doit bâcler le travail. Ça, Ouais. c'est je pense, un gros problème, c'est que aujourd'hui dans l'inconscient collectif, l'auto-édition, c'est encore fort associé à l'amateurisme parce que justement, il y a Certain. moins de cadres que quand tu passes par une maison d'édition qui, elle, impose son cadre et connaît très bien les tenants et les aboutissants de chaque étape de l'édition. En auto-édition, on doit tout faire soi-même, entre guillemets. On peut s'entourer de personnes, mais on doit tout faire Bien sûr. soi-même. Et je pense que c'est important aujourd'hui de prendre conscience, et c'est peut-être le dernier message qu'on partagera aujourd'hui, c'est qu'il faut être professionnel dans sa démarche d'auto-édition parce que premièrement, ça met en valeur notre propre travail et ça montre le respect qu'on a envers les lecteurs Exactement. et également envers la communauté de l'auto-édition. Parce que si tous les auto-édités prennent le temps d'être professionnels, d'avoir un rendu professionnel, etc., mais il y a un moment donné ou un autre où dans l'inconscient collectif, l'auto-édition aura un autre niveau dans l'état d'esprit des gens et dans le commun, on va dire, dans l'inconscient commun. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça?
Ah bah l'auto-édition, pour moi, c'est l'avenir. Moi, ça fait déjà 7 ans que je suis dedans, mais c'est l'avenir, c'est clair, à court terme de beaucoup d'auteurs, étant donné que la pandémie a complètement saturé le marché de l'édition. Les éditeurs ont un retard d'1 an dans leur calendrier éditorial à l'heure actuelle, alors que le même calendrier éditorial, déjà, il accusait un délai de 2 ans de publication par rapport au moment où on signe le contrat, pour beaucoup d'éditeurs que je connais. Plus tous ceux qui se sont découverts des talents d'écriture, une envie, un besoin d'écrire pendant le confinement. Donc là, à l'heure actuelle, si on joue pas la carte du professionnel de l'édition en s'auto-éditant de manière qualitative, on sortira jamais du lot. Donc là, je suis persuadée que c'est l'avenir là pour les 2, 3 prochaines années. Ça va être les auteurs auto-édités de manière professionnelle et tout en y prenant du plaisir parce qu'il ne faut pas non plus galérer dans les tâches éditoriales, c'est pas le but. Effectivement, et pas hésiter à s'entourer. Merci Nathalie. J'ai l'habitude de poser la question suivante pour clôturer l'interview et chacune des interviews, c'est quel message tu auras envie de dire à quelqu'un qui a au fond de lui un livre qui dort et qui n'a pas encore sorti ce livre, ou alors il a commencé mais il a encore des doutes, etc. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager à ces personnes qui nous écoutent? Pourquoi ils privent certaines personnes de découvrir cet univers, de découvrir cette histoire, de vibrer, d'être touché? C'est de l'égoïsme quelque part de ne pas le publier. C'est une sorte de peur, mais cette peur, elle est liée quand même elle est très autocentrée. Et bien sûr, tout le monde va pas l'aimer, ce livre, quand il sortira, mais il y en aura forcément qui vont l'aimer. Et pour vivre cette aventure-là au quotidien depuis 7 ans, il ne faut pas s'en priver. Soi-même, on est très heureux et les lecteurs sont très heureux. Donc, n'enfermez pas vos livres dans vos tiroirs. Ben, écoute, je te remercie Nathalie. Ben, on se retrouve très très vite pour la suite des interviews et puis nous deux on reste en contact évidemment. Je remercie ben, également donc les co-organisateurs de ce bel événement, vendre plus de livres en auto-édition, donc Dimitri, Ethan et Séverin. Toutes les coordonnées de toute façon de chacun d'entre nous se trouvent également dans la description et alors à la fin il y a un petit écran de fin qui vous donne tous nos sites internet aussi. Merci beaucoup Nathalie et prends soin de toi et je te souhaite plein de succès pour la suite. Pareil, merci à tous. Ciao, ciao.